Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bon après-midi, bienvenue dans ce talk Au-delà de la toile, l'art de collectionner. On espère vous apporter certains renseignements aujourd'hui et que vous puissiez découvrir tous les mystères d'une collection, les sous-jacents, les zones cachées, les zones d'ombre, les zones lumineuses aussi. Je voudrais tout d'abord remercier la Luxembourg Art Week de nous accueillir pour ce talk que nous organisons en ce qui nous concerne pour la première fois. Et on est donc très heureux d'accueillir ce panel d'invités, mes invités du jour, qui sont chacun dans leur domaine de grands spécialistes. Et donc c'est vraiment l'occasion aujourd'hui pour vous de profiter de ces personnes qui sont là pour vous parler et pour un peu nous guider. Mais on a préparé évidemment quelques questions, mais avant ça, je vais peut-être vous les présenter. Juste au niveau du détail pratique, donc on en a pour une heure. Une bonne heure. On est tenu à la rigueur, c'est-à-dire pas plus d'une heure. Ça, c'est très clair. Donc, on va commencer par une petite introduction. Et puis, une fois qu'on a fait cette introduction, on va échanger pendant 40-45 minutes en fonction des intérêts. Et je peux vous dire, pour l'avoir préparé en coulisses juste avant de recevoir, que de l'intérêt, il y en a. Les échanges avaient déjà commencé là, derrière le panneau. J'ai dit, mais attendez, calmez-vous, parce qu'on n'aura plus rien à se dire pendant le talk. Mais non, ils sont très documentés et très connaissants. Et donc, après ça, on vous laissera 10-15 minutes pour pouvoir poser vos questions et les questions qui vous intéressent. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des spécialistes qui vont pouvoir nous éclairer sur différents domaines, aussi bien dans l'achat d'une collection, dans la constitution d'une collection, que dans la manière de se faire conseiller, que dans la manière de choisir une œuvre, qu'elle soit nationale, internationale, d'un artiste, mais aussi peut-être dans la manière de la protéger, de la conserver quand on l'a acquise. Le monde de l'art est un monde, vous le savez, assez fantastique. L'artiste nous propose un miroir ou un regard, en tous les cas, sur les grosses crises que rencontre la société. Et rien que pour ça, il est extrêmement intéressant. Le collectionneur, lui, va petit à petit, ou l'amateur d'œuvres d'art, va petit à petit constituer une collection. Et il y a un adage qui dit, vous le connaissez certainement, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. J'ai envie de dire la même chose pour la collection. Dis-moi ce que tu collectionnes et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, l'art, de par la connectivité qui est de plus en plus grande, par la globalisation, même si certains coups de frein politiques sont mis à cette globalisation aujourd'hui et que la période n'est pas facile, c'est un monde qui est assez complexe, c'est un monde qu'il faut pouvoir décoder, c'est un monde dans lequel on doit pouvoir rentrer. C'est aussi un monde qui semble très souvent flou, opaque, qu'on ne connaît pas bien. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de dégrossir cet aspect-là. Aussi, en étant bien conscient que dans la responsabilité des personnes qui sont là aujourd'hui, et chacune dans leur fonction et dans leur rôle, que ce soit l'amateur d'œuvres d'art, l'assureur, le courtier, le spécialiste, l'advisor ou comment est-ce que je dois t'appeler vous appeler, pardon Emmanuel, c'est quoi, un auctioneer, je peux dire ça? Voilà, commissaire-priseur. Merci beaucoup, c'était le mot que je cherchais. Eh bien, dans chacun dans leur rôle, ils ont en fait une mission absolument extraordinaire. C'est qu'ils ont à un moment donné dans leurs mains un patrimoine. Un patrimoine qu'ils ont soit acheté, qu'ils ont soit hérité, qu'ils ont dans leurs mains en passage pour une vente, pour un achat, pour ceci, pour ça. Mais ils ont un rôle très important et fondamental, c'est qu'ils ont une responsabilité, c'est de transmettre ce patrimoine aux générations futures. Et ça, c'est quand même assez important. Alors, je vais peut-être, maintenant que j'ai déjà pas mal parlé, présenter les interlocuteurs du jour. Je vais commencer par les dames, n'est-ce pas? Aude Lemoyne, vous êtes directrice aujourd'hui de Link Management depuis 2009. Vous conseillez, vous accompagnez les collectionneurs d'art depuis, si je fais le calcul rapide, 14 années, c'est ça? Ok, super. Vous êtes sur les marchés internationaux, toujours présente, pas uniquement sur le marché luxembourgeois, mais je crois que vous voyagez pas mal dans le monde et vous avez gagné la confiance de nombreux collectionneurs. La preuve, c'est que vous êtes ici aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal. Alors, vous avez un intérêt tout particulier pour les femmes artistes, ce qui est normal. Et j'ai une toute petite question perso. Si vous aviez un conseil à donner, quel est votre dernier coup de cœur? Quel est l'artiste féminin, votre dernier coup de cœur en artiste féminin? Attention. La dernière artiste que j'ai acquise, et c'était la semaine dernière en fait,
est une artiste qui est kurde, yézidi, qui s'appelle Leila Jernis et dont le travail consiste en prenant des sérigraphies de combattantes kurdes yézidis qu'elle va imprimer par sérigraphie sur la toile et ensuite elle va peindre dessus. Je dirais presque, on est presque dans l'abstraction expressive avec énormément de couleurs et énormément de force. Merci. Martine Schreiner, vous êtes dans le monde de l'assurance depuis toujours. Je n'ose pas dire depuis plus de 25 ans. Vous avez commencé dans un bureau de courtage tout à fait normalement et puis aujourd'hui vous êtes à la tête d'un bureau de courtage important, un broker, avec 7 personnes. Moi j'ai une petite question aussi perso à vous poser. Le dernier sinistre sur une œuvre d'art que vous avez dû rembourser, c'était quoi? Alors le dernier sinistre, c'est un peu plus d'1 an, qui était un peu plus important. Donc c'était un canapé qui a pris un canapé électrique qui avait eu un court-circuit et qui a pris feu. Et dans l'appartement, il y avait environ 50 œuvres qui ont été en partie complètement incendiées ou endommagées. Donc c'était vraiment très très grave. Ok, pas mal. Emmanuel, vous êtes aujourd'hui managing director chez Sotheby's, mais vous avez un parcours qui est assez large puisque vous avez commencé chez Lempers Bruxelles, vous êtes passé chez Christie's, vous avez été à Genève chez Chester Collections. C'est pas mal, c'est un beau parcours et vous êtes aujourd'hui un passionné, ce qu'on nous a dit, spécialiste de la peinture du 19e dans l'art et impressionniste et moderne, 19e siècle. Okay. Moi j'avais envie de vous demander quel est l'artiste du 19e siècle que vous auriez aimé rencontrer? Donc j'avais peur de la question, merci, merci Eric. L'artiste du 19e siècle, alors il sera plutôt début du 20e, c'est Pierre Bonnard. Voilà, Pierre Bonnard, c'est un artiste quand même qui est dans les impressionnistes, quelqu'un qui est hors du temps et qui a une peinture qui aujourd'hui encore paraît très contemporaine et dont le tintillement de la couleur et des touches me paraît quelque chose qui peut plaire à tout le monde aujourd'hui. C'est déjà bien vendu. Hein. Il n'y a pas de Pierre Bonnard sur la foire, je crois, mais c'est déjà bien vendu. Merci Emmanuel. Alors aujourd'hui, on va essayer de structurer notre propos autour de 2 thèmes. Le premier thème, c'est quel artiste acheter, quel artiste reprendre dans sa collection et pour quelle valeur surtout. Et un deuxième thème qui sera, une fois que l'artiste est dans la collection, une fois que les œuvres de l'artiste sont dans ma collection, qu'est-ce que j'en fais au quotidien? Qu'est-ce que je fais si j'en veux encore un peu plus? Qu'est-ce que je fais si j'en veux encore un peu moins? Et c'est ça qu'on va essayer de développer ensemble aujourd'hui. Alors peut-être une toute... Pardon? Oh, mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais qu'est-ce que... Je suis tout à fait distrait. En plus, j'avais une belle introduction, j'allais dire, mais comme c'est l'amateur de collection, j'allais dire, on a réservé le meilleur pour la fin. J'ai raté ma petite introduction mignonne. Marc Gubini, vous êtes amateur d'œuvres d'art. Merci beaucoup pour le rappel. Merci, Martine. Vous êtes amateur d'œuvres d'art. J'ai pu voir dans la petite bio que vous nous avez adressée que vous avez une connaissance très éclectique et un choix, des goûts très éclectiques dans l'art, puisque vous intéressez aussi bien au domaine de la peinture, du dessin, de la gravure, de la sculpture, de la photographie, des médias, des vidéos, des néons, etc., qu'il est écrit. On voit dans votre bio aussi que vous êtes amateur d'œuvres d'art depuis tout jeune, depuis ado. Est-ce que vous vous rappelez du fait déclencheur qui a fait un moment que vous vous êtes dit ah, « je crois que je vais devenir amateur d'œuvres d'art ». Oui, je crois parfaitement me rappeler. C'était en fait du temps du lycée. J'avais une professeure d'éducation artistique, Madame Vanish, qui m'a passionné par l'histoire de l'art. Donc, on a fait de l'histoire de l'art et j'ai découvert en fait les classiques, les Fra Angelico et les Botticelli et tout ça. Et ça m'a fasciné. Et donc, je suis parti un peu sur cette voie d'art ancien, classique. Mais très vite, je me suis orienté, comme j'ai aussi fait des études, j'avais déjà en tête de faire des études d'architecture, donc j'étais orienté vers le dessin géométrique et j'étais fasciné par Vasarely avec ses distorsions, ses trompe-l'œil, et donc j'ai commencé à faire des petits dessins moi-même et c'était le déclic à l'âge de 14, 15 ou 16 ans. Et vous exposez ici? Non, malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être un très grand peintre et ce qui m'a tourné vers l'amateur
d'autres artistes D'accord. qui peignaient ou qui faisaient Et un vous vous êtes travail. contenté d'être un grand architecte, mais c'est déjà pas mal. Bah, Alors, peut-être une première question. Dans le cadre, évidemment, qui nous entoure ici, de la Luxembourg Art Week, une première question, c'est pour vous, et je l'adresserai à Aude, quelle est la définition que vous donnez d'un artiste émergent? C'est quoi un artiste émergent? Je pense qu'il n'y a pas une définition unique, ça dépend de chacun. On pourrait dire en termes de prix, est-ce que c'est quelqu'un qui est autour de 5 000 euros ou moins de 50 ou un âge? Je pense que c'est plutôt en termes de ressenti pour chacun. C'est souvent aussi un artiste qui est encore au début de son évolution artistique, qui commence à entrer un peu, qui sort souvent d'un cursus académique, qui commence à entrer dans des groupes shows, dans des shows collectifs, mais qui a encore une évolution encore à finaliser, qui n'est pas encore arrivé à la fin de son évolution, qui a encore besoin d'avoir des impacts avec d'autres artistes, des échanges, comprendre aussi, se comprendre soi-même. Et je dois dire que c'est passionnant parce qu'on voit de plus en plus de gens qui vont déjà chercher directement les jeunes artistes à la sortie de l'école, avec des vraies pouponnières de jeunes artistes. C'est un trend qui est parfois un peu excessif en ce moment, je pense, d'aller chercher très vite les jeunes artistes, de les mettre vite dans une bonne galerie. Et parfois, on peut casser l'élan de ces gens-là parce que c'est une maturation aussi qui met du temps parfois pour l'artiste. Merci Aude. Marc, une réaction par rapport à ça? Oui, moi je ne dirais pas qu'un artiste émergent doit forcément être un artiste jeune sortant de l'école, parce qu'il y a des artistes qui sont découverts à un âge déjà développé. Vous allez ressortir vos dessins, c'est ça? Non, ah oui, c'est une idée, bonne idée. Non, mais il y a des gens comme Ethel Atnan ou d'autres qui n'étaient pas connus. À un moment donné, bon, on ne peut pas dire que c'est vraiment émergent, mais à partir du moment où ils arrivent sur la scène, je ne veux pas dire sur le marché, sur la scène artistique. Et donc, je dis, c'est une personne qui a pratiquement pas de passé, mais qui est ancrée dans le présent et qui a un avenir. Merci beaucoup. Merci. Emmanuel, peut-être vous, en tant que commissaire-priseur, est-ce que vous traitez les artistes émergents ou bien est-ce que c'est trop tôt pour vous et que vous attendez qu'ils soient plus faits, entre guillemets? Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Aude, surtout, et Marc, c'est surtout que je vois trois paramètres à un artiste émergent. Un, on a toujours l'impression que c'est un jeune artiste. Marc vient de le dire, non, ça peut être un artiste qui a un certain âge et qu'on découvre. Vu de la salle de vente, artiste émergent veut dire un artiste qui passe du premier marché au second marché. On pourrait dire que voilà, on passe d'une catégorie de prix. Vous pouvez éclairer autre... premier marché, second marché peut-être? Donc pour un artiste, un jeune artiste ou un artiste qui commence, il y a quand même un cheminement à faire. Et donc certaines écoles, puis aller dans certaines galeries, rentrer dans certaines foires, que ce soit locales ou internationales, je crois qu'il y a ce cheminement à faire avant d'arriver en vente publique. Je tiens à répéter l'importance des galeries aujourd'hui aussi. Vous êtes bien entouré. Hein. On est bien entouré, mais voilà, sans les galeries, il n'y aurait pas de marché de l'art et de salle de vente. Je crois que c'est important à le savoir. Et il ne faut pas brûler les étapes, ce qui se fait peut-être trop régulièrement aujourd'hui. Et puis le troisième paramètre que je vois, artiste émergent veut dire aussi... c'est une terminologie qui existe en fonction de la valorisation des œuvres. Et donc, c'est aussi un changement très récent, je dirais, de voir un jeune artiste, on appelait ça un jeune artiste, pour l'appeler émergent, veut dire qu'on a peut-être une plus-value à faire et que donc entre le moment de l'atelier et de la salle de vente, il y a ce qu'on appelle des culbutes à faire. Voilà. Très beau mot. Ça, je ne savais pas qu'on allait faire de l'exercice aujourd'hui en parlant d'art, mais c'est parfait, c'est impeccable. Peut-être une autre question aussi, cet artiste est il n'est plus émergent, il croit. Comment est-ce que, avant qu'il passe dans un contexte international, où est-ce que, Aude, par exemple, vous identifiez, comment vous reconnaissez le potentiel d'un jeune artiste? Alors, il y a certains critères, je dirais, plus pragmatiques. On peut voir effectivement donc quelle galerie rejoint. Il y a des galeries qui travaillent avec des collectionneurs très sérieux, qui peuvent vraiment aider l'artiste à rentrer dans des collections qui ont une certaine visibilité. C'est aussi, est-ce que l'artiste est reconnu par d'autres artistes, notamment des artistes peut-être plus âgés, qui l'intègrent dans des groupes shows. C'est la qualité de l'œuvre aussi, parce que finalement, vous allez voir une œuvre et souvent, l'œuvre parle d'elle-même. Mais c'est aussi, je pense, la narration, en fait, le sujet. On voit que les jeunes générations sont très touchées par des narrations qui sont leur vie, en fait.
qui sont liés au genre, à l'identité personnelle. Il y a des nouveaux questionnements et je pense aussi que certains questionnements sont éternels et quand vous avez un artiste qui traite des questions éternelles, pour moi c'est un artiste qui a du potentiel et qui peut perdurer pour une très très longue période. Vous avez parlé de jeunes artistes reconnus par ses pairs. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, on est dans une époque d'individualisation au niveau de la création artistique, ou bien est-ce que vous pensez qu'il y a un retour des groupes, comme il y a eu le groupe des 20, comme il y a eu le groupe des impressionnistes, etc. etc. Il n'y a pas vraiment forcément de groupe en tant que tel, bien qu'il y ait des trends, parce qu'en ce moment, un des trends, c'est par exemple l'abstraction féminine chez les jeunes artistes. Donc il y a beaucoup de collectionneurs qui veulent absolument une abstraction féminine, mais on voit quand même que les artistes se réfèrent les uns aux autres. Je vous donne un exemple. Nicola Parti est un artiste qui a explosé ces dernières années et qui en fait se référence à Salvo, qui est un artiste italien beaucoup moins connu, et que maintenant en fait beaucoup de gens qui sont peut-être pas aussi versés dans l'histoire de l'art découvrent et qui tout d'un coup voient sa cote décoller. Donc il y a quand même des référencements qui se font et qui sont importants aussi, je pense, dans l'art. Merci Aude. Marc, vous vouliez réagir ? Pas cette fois-ci, c'est pour plus tard, d'accord. Mais comme je vous ai oublié une fois, je préfère plus vous oublier par la suite, quoi. Bien. Pour vous, quels sont peut-être de nouveau, quels sont les indicateurs à considérer dans le cadre d'une évaluation ? Je reprends le micro alors. Alors, évaluation, il y a différentes évaluations. Donc, je pense qu'Emmanuel pourra en parler aussi en long et en large. Est-ce qu'on parle d'un artiste très établi, qui a un marché secondaire très riche ? Donc là, on va se référencer à des ventes de maisons de vente, en fait, qui sont la seule cotation publique qu'on a. Est-ce qu'on parle d'un artiste qui est uniquement dans un marché secondaire, qui est représenté par des galeries ? Là, on peut aller voir dans les galeries quels sont les prix actuels. Donc, c'est un exercice très difficile. Et si on parle d'artistes émergents, alors là, c'est la valeur que vous êtes prêt à payer. Ce sera la valeur de l'artiste parce qu'il n'y a pas de référencement. Après, il y a toute une technique de valorisation. Je pense que ça ne va pas être très intéressant de regarder l'historique et tout ça. On en parlera plus tard, peut-être. Mais voilà, il y a différentes techniques, effectivement, après, par rapport aux différents artistes. Alors, juste pour embrayer sur ce que Aude vient de dire, on avait parlé de Nicola Parti. Alors, Nicola Parti, il se réfère de Salvo, mais il y a un artiste, alors Nicola Parti habite quand même Bruxelles, il y a un artiste belge qui s'appelle Jean Boquet, que personne ne connaît. Je vous invite à aller le voir. Vous allez voir que Jean Boquet fait des choses dans les années 60 et Nicola Parti n'est pas très loin de là. Donc la question est de savoir quels sont les référents en général, historiques, connaître son passé, ça me paraît important pour des collectionneurs en devenir. Et donc, pour le marché, c'est la même chose, c'est-à-dire dans quelle continuité on se place, quelle place on prend aujourd'hui et pour le passé. Puis il y a aussi des redécouvertes d'artistes, on parle d'artistes émergents, il y a des artistes émergents qui ont disparu pendant 50 ans et qui reviennent aujourd'hui. Donc ça c'est le goût. Comment est-ce qu'on estime ça ? C'est assez compliqué aussi pour la salle de vente. Il faut essayer de trouver un juste milieu et puis on va voir comment les goûts changent et comment pouvoir jouer de ça. Voilà, on connaît l'intérêt pour l'art figuratif aujourd'hui. L'art figuratif, ça fait 600 ans qu'il existe. Donc comment on peut remettre au goût du jour certaines choses ? Je crois que c'est aussi ça le but du marché. Voilà. Merci à tous les deux. Alors, pardon. Juste ajouter quelque chose pour l'audience, je pense qu'il peut être intéressant, c'est aussi quelle est votre évaluation personnelle. Donc, ce qui est important, c'est votre évaluation et comment vous approchez l'artiste. Parce que parfois, on a un coup de cœur et on voit un artiste et on se dit « Waouh, il est génial ». Et je l'ai déjà dit mercredi, je pense que c'est vraiment important, c'est de aussi prendre le temps de voir qu'est-ce que l'artiste a fait dans le passé. Est-ce que ses autres œuvres me plaisent aussi ? Est-ce que son monde me plaît ? Et de prendre un peu le temps de regarder, voilà, il a fait ceci, cela dans le passé, voilà son évolution, et de partir, ne plus voir l'œuvre pendant plusieurs heures, revenir, avoir un nouveau regard, parce que parfois ça peut changer fondamentalement. Je vois que Marc Gubini, qui représente les amateurs, le monde des amateurs d'art d'Audeline. Donc, Marc, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Je rejoins parfaitement l'avis d'Aude. Je dois dire que pour un amateur d'art qui parcourt les foires, il y a différents levels, différents niveaux. C'est-à-dire, une œuvre me touche quand elle m'interpelle. Donc, quand je suis devant une œuvre, je me questionne, elle me questionne.
Mais ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire à ce moment-là, si on ne connaît pas l'artiste, on va se documenter, on va voir il sort de quelle école, quel était son professeur, on va voir qu'est-ce qu'il a fait avant, est-ce que c'est dans la même lignée, et puis sur ça, on fait un jugement tout à fait personnel. Je dis toujours la valeur d'une œuvre, c'est une valeur émotionnelle, c'est une valeur intellectuelle, d'interpellation, de dialogue, et puis culturelle, patrimoniale, et à la fin du compte, pour le collectionneur ou l'amateur d'art, le prix, c'est une autre valeur d'appréciation pour une œuvre d'art, mais c'est pour moi la dernière, mais c'est celle qui me fait dire oui ou non. Merci beaucoup. Je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Une fois qu'il faut passer au portefeuille, c'est une autre discussion. Alors, vous me permettez un enchaînement vraiment très très facile par rapport à Martine. Martine, on a vu, tout ça, ça change beaucoup, ça varie beaucoup. C'est pas facile spécialement à déterminer. Comment est-ce que vous arrivez à suivre ça quand vous devez proposer un contrat d'assurance et essayer de couvrir ça pour que le client ne soit pas déçu le jour où son coup de cœur pour lequel il a sorti son portefeuille in fine, la dernière valeur pour le prix, eh bien, ça ne soit pas une déception totale au moment où il y a un problème? Donc, effectivement, l'évaluation d'une œuvre est très, très importante pour déterminer la valeur assurée. Normalement, on propose donc des assurances tout risque pour les objets d'art avec une valeur agréée qui est bien stipulée dans le contrat d'assurance et qui... sur laquelle se base la prime, mais qui est aussi le montant que le collectionneur va toucher au moment d'un sinistre total. Hein. D'accord, donc une valeur indiscutable, c'est ça? C'est une valeur indiscutable. Alors qu'on a, il y a aussi des autres formules. On a des valeurs déclarées, par exemple, qu'on peut stipuler dans le contrat, mais à ce moment-là, au moment d'un sinistre, le collectionneur devra apporter les preuves de cette œuvre pour que la valeur soit acceptée par un expert. Donc la provenance, l'authenticité, tout ce qui va sur en fait... l'état aussi et le fait où il l'a acheté et tout ça. Donc tout joue sur la valeur, mais il devra bien sûr apporter les preuves et au moment du sinistre, il sera indemnisé sur une valeur qui lui plaira peut-être pas. Donc, parce qu'il a une valeur émotionnelle qui touche... En effet, voilà. Et ça, on n'arrivera jamais à la rembourser, celle-là. Elle n'a pas de prix, littéralement. Marc, quand vous voyez un artiste, est-ce que vous faites, ou quand vous voyez des artistes, est-ce que vous faites une différence entre l'artiste qui se positionne peut-être de façon prioritaire en ligne, celui qui se positionne plutôt en galerie, celui qui se positionne peut-être en foire ou dans des expositions? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des différences dans la politique ou la politique, je dirais, de placement que suit un artiste pour construire sa carrière? Non, je ne fais pas de différence, mais je dois quand même relativiser tout ça parce que je suis très fidèle aux galeries, c'est-à-dire si j'achète toujours à travers une galerie. Je n'ai jamais acheté en direct d'un artiste de son atelier. J'ai visité les ateliers toujours avec des galeristes qui le représentaient. Et maintenant, si je viens en ligne, c'est quelque chose qui, comme on a discuté tout à l'heure, je rencontre un artiste, soit un artiste que je connais déjà ou quelqu'un que je découvre, je peux le découvrir en ligne parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré parce que je n'étais pas à New York ou je n'étais pas ailleurs. Ensuite, je me documente en ligne en allant voir qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il est représenté, quelle galerie, qu'est-ce qu'il a déjà fait comme exposition. Et donc, la ligne ou les médias digitaux et les médias sociaux, je suis aussi beaucoup sur Instagram avec les artistes même qui publient les nouvelles choses qui sortent, c'est pour moi un outil. Mais si j'achète en ligne, je trouve, donc il y a des sites en ligne où on peut acheter, où des galeristes proposent d'acheter, on peut faire un email aux galeries, on reçoit un retour et on commence à discuter. Et souvent, le dernier pas, c'est
un email ou un appel, mais pas en ligne vraiment. Ça, j'ai jamais fait encore, acheter vraiment en ligne directement. Est-ce que ça veut dire que pour être un artiste sérieux, il faut être un artiste en galerie? Il faudrait un artiste en... Pour moi, oui. Moi, j'apprécie beaucoup les galeries. Je ne fais pas de valorisation pour dire qu'un artiste qui n'est pas en galerie n'est pas sérieux. Il y a des œuvres digitales qui circulent, qui sont peut-être pas en galerie aussi, mais c'est pas tout maintenant de mon intérêt pratiquement. Moi, je passe en galerie toujours, en dernier moment. Oui. Merci Marc. On a eu le point de vue de l'acheteur, c'est peut-être intéressant aussi d'avoir le point de vue du vendeur, entre guillemets. Emmanuel, est-ce que vous faites une différence quand vous devez proposer un artiste à la vente, un artiste vivant, suivant le mode de distribution, si je peux me permettre de parler de ça, ça fait un peu produit, mais suivant le mode de distribution qu'il a choisi? Alors, il se fait que les ventes à l'heure actuelle, post-Covid, sont à 85-90% en ligne. Donc, je vais décevoir Marc, mais si vous passez par notre biais, évidemment, la vente est souvent uniquement en ligne. Ça n'empêche pas que tout le travail au préalable est physique. Donc, on peut venir voir l'exposition dans nos salles d'exposition Paris, Londres, New York, en fonction du sujet, que vous avez une relation avec nos experts directs pour les rapports de conditions. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Quand vous voyez un descriptif de catalogue, c'est très clair. Vous avez le descriptif de l'œuvre, l'estimation, la confirmation ou non de l'expert, ce qui me paraît très important. Il faut quand même dire que depuis une vingtaine, trentaine d'années, le nombre de comités d'authentification a augmenté pour les artistes du XXe siècle et qui sont très importants. Vous trouvez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Excusez-moi de vous interrompre. C'est une bonne chose parce qu'elles ajoutent une valeur à l'œuvre et elles protègent le vendeur et l'acheteur. Ce qui me paraît important. Alors, il y a tout un débat sur les comités qui viennent et qui disparaissent. Voilà, il y a aussi c'est une histoire aussi parallèle avec les ayants droit et autres, et les comités qui se créent et qui disparaissent. Mais après cette ligne-là, vous avez évidemment la provenance. Ça, c'est tous les documents. Donc moi, j'aimerais revenir sur votre titre. Au-delà de la toile, pour moi, c'est le revers de la toile. Et au revers de la toile, il y a énormément d'informations. C'est très important de documenter tout ça, la facture d'achat, les expositions, la littérature, les indications au revers, les photos d'époque. Le collectionneur d'aujourd'hui, il est obligé de se créer un dossier pour toutes les œuvres qu'il achète, parce que ce sera problématique ou pas dans le futur. Donc je crois que je l'ai dit l'autre jour, documentation. Allez-y, ça me paraît très très important. Marc, je vais peut-être relativiser parce que je pense que j'ai été mal compris. Je passe énormément de temps sur Internet à chercher, à me documenter, c'est-à-dire je suis en contact ou je tombe en contact avec aussi des maisons de vente et autres via Internet, mais le tout dernier clic, c'est envoyant un email en disant cette œuvre m'intéresse et puis un téléphone, est-ce qu'on peut s'arranger, quel est le prix? Là, je ne veux pas dire que je ne suis pas du tout sur les médias. Au contraire, je suis plus que jamais sur les médias, sur les réseaux. merci. Aude, vous vouliez réagir? Moi, c'est juste une petite, encore une fois pour l'audience, quelque chose, un takeaway. C'est vraiment votre force, c'est aussi de créer un réseau. Ce qui est super intéressant, c'est d'être plusieurs qui s'intéressent à l'art, de se suivre, de se dire tiens, regarde tel artiste ou suis telle personne sur Insta, il va toujours voir des expos intéressantes. Votre force, ce sera vraiment de partager votre intérêt parce qu'on n'a pas le temps, personne n'a le temps de tout suivre et que parfois on suit ses goûts personnels, on est un peu dans son truc. Et moi, j'échange énormément avec d'autres collectionneurs, d'autres personnes qui me disent, ou des maisons de vente aussi, qui viennent me voir en disant regarde tel artiste. Parfois, ça met un peu de temps, mais à force de regarder, de m'intéresser, j'évolue et je pense que cultiver cette network, c'est vraiment c'est très intéressant et important pour des gens qui s'intéressent à l'art. Je pense que c'est essentiel ce que vous dites. Comme on aime bien partager le vin, on aime bien partager ses découvertes sur l'art. Tout à l'heure, en préparant la conférence, je vous demandais, et je trouve que ça tomberait bien, si vous aviez un message à faire passer, vous diriez quoi aujourd'hui, Aude? Ce que je disais, les gens qui veulent collectionner, c'est être à la fois patient et impatient. C'est quand vous voyez un artiste qui vous plaît vraiment et que c'est un jeune artiste, actuellement, ça part vite les artistes. Donc il faut être rapide parfois, il faut être impatient, y aller, pas avoir peur.
Mais de l'autre côté, il faut beaucoup de patience, comme disait Marc et aussi Emmanuel. Il faut se documenter, il faut apprendre, il faut regarder, il faut apprendre l'artiste. Regardez les galeries, elles ont des super vidéos généralement sur leurs artistes. Prenez le temps. Vous avez des musées, comme certains musées qui font des vrais reportages, des vidéos avec des artistes où ils parlent de leur art, ils expliquent ce qu'ils font. Donc voilà, c'est allier en fait cette patience et cette impatience. Merci beaucoup. Marc, vous vouliez réagir? Non, je voulais dire justement que lorsque moi j'ai commencé à développer mon amour pour l'art et mon intérêt pour l'art, on parlait exclusivement ou principalement d'art européen, allemand, français, peut-être belge et américain. Aujourd'hui, on parle d'Asie, d'Océanie, d'Amérique du Sud. Et donc, effectivement, pour comprendre tout ça, on doit forcément être beaucoup plus actif et faire un effort pour arriver à comprendre un artiste qui n'est pas de notre culture. Et ça rend la chose plus compliquée. Et là, je rejoins tout à fait Aude, parce que les collectionneurs, moi aussi, on est donc en réseau, on se connaît en Europe ou même ailleurs, même plus loin. Et on se donne des tuyaux parfois aussi. C'est-à-dire, on dit, écoute, regarde une fois cet artiste, moi je l'ai découvert, ou comme toi, tu viens juste de me dire, j'ai vu une excellente exposition là maintenant, est-ce que tu connais cet artiste? C'est donc comme ça des petits tuyaux qu'on se refile, et ça sert aussi. On n'est pas toujours à la découverte tout seul, mais on a parfois, on est poussé, et on dit, ah oui, ça c'est bien. Merci beaucoup. On va peut-être aborder le deuxième volet de notre talk de cet après-midi. Voilà, vous avez cette collection qui est constituée, les œuvres sont chez vous, elle n'est pas tout à fait finie, vous êtes en train de la compléter. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces œuvres? Comment est-ce qu'on va les mettre en valeur? Comment est-ce qu'on va les valoriser ou les revendre? Et donc on va un peu aborder ce thème-là en deuxième volet. Je regarde le temps, nous sommes un tout petit peu... à la cavalerie, on va dire ça comme ça. Bien, alors peut-être une première question, comment savoir à quel moment ou à quelle fréquence il est nécessaire de réévaluer sa collection ou certaines œuvres de sa collection? C'est une question qui revient extrêmement fréquemment. Est-ce que Aude ou Marc, vous voulez prendre la parole? Moi, je pense d'abord que ça dépend déjà de la collection même. C'est-à-dire, si on a une collection avec des artistes qui évoluent plus lentement ou qui n'ont pas qui sont pas dans le hype comme on a souvent, on peut se permettre de ne pas faire une réévaluation très souvent. Mais il y a des artistes qui partent tellement vite à la hausse au niveau de leur valeur pécuniaire que moi, je pense qu'il faudrait au moins réévaluer une fois par an les valeurs pécuniaires d'une œuvre pour être au niveau de son assurance couvert. Voilà, je pense que tout à l'heure, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, Martine, vous avez parlé de valeur agréée. La valeur agréée peut être peut-être piégeuse parce qu'elle fixe la valeur par rapport à des marchés qui peuvent être volatiles. Vous recommandez quoi à vos clients de revaloriser tous les quoi? En général, pour une collection à peu près normale, de taille normale, tous les 3 ans, je pense que c'est acceptable. Par contre, ce que je propose à chaque fois, au moment du renouvellement annuel, je renvoie l'inventaire aux clients. Et je leur demande, allez regarder, est-ce qu'il n'y a pas des œuvres que vous avez oublié de nous signaler? Est-ce qu'il y a des œuvres que vous pensez qui ont augmenté de valeur? Et bon, il y a des collectionneurs qui ne savent pas effectivement si l'une ou l'autre valeur a augmenté. Et à ce moment-là, j'essaye de les diriger vers un expert ou vers un conseiller pour l'aider. Aussi pour l'inventaire, c'est beaucoup de travail en fait. Il faut être très très organisé, il faut tout garder les factures, tout bien cataloguer et il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça. Donc c'est mieux de se faire aider que plutôt d'avoir des mauvaises cartes. Absolument, Après, mais vous en parlez. Est-ce que ici pour l'audience, vous pouvez nous parler d'outils qui peuvent aider à la valorisation ou à une évaluation? Quels sont les outils dont disposent les collectionneurs? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller chez Sotheby's pour avoir une valorisation? Est-ce qu'ils sont obligés de payer Aude pour avoir une revalorisation? Ou est-ce qu'il y a des outils qui existent?
Non, moi je pense que d'abord, si on est auprès d'une assurance, les assureurs ont pour des œuvres d'une certaine valeur des experts qui définissent, sauf si on part sur des valeurs qu'on fixe soi-même, mais normalement on peut faire une expertise à travers une... mais ça, on ne peut pas faire tout le temps. C'est-à-dire ça, on fait une fois et puis on attend peut-être 3 ans ou 4 ans et on regarde. Mais moi, je dois dire que je me documente quand même beaucoup sur les sites des maisons de vente où je vois des artistes et des œuvres comparables ou similaires. Et là, on voit, voilà, le prix est OK, le prix a baissé, le prix a augmenté. Et on gère sa collection en disant, voilà, mais ça, je dois le signaler à l'assureur ou c'est bon, je continue. Mais surtout, il faut faire attention. Il y a plusieurs sites. Il y a des sites qui donnent des appréciations sur le net, mais c'est souvent des sites qui font aussi des ventes. C'est-à-dire, on peut voir un prix, mais d'un autre côté, c'est aussi où on peut acheter. Et là, il y a des prix qui diffèrent énormément, mais si on passe en maison de vente, et puis il y a plusieurs maisons de vente, on peut se dire, voilà, là, il y a une fois une œuvre qui a été vendue extrêmement cher, mais pour les 3 autres, c'était plus ou moins dans les barrages. Donc, on peut se positionner, mais ce n'est pas cartésien, c'est une appréciation personnelle. Alors, on ne va pas faire de publicité ici, mais est-ce que des sites qui sont des sites en ligne où on peut trouver des valeurs comme Artnet, Artspare, Artprice, Artfac, est-ce que ce sont des sites qui sont fiables? Demain, j'ai mon tableau que j'ai acheté il y a 5 ans à telle valeur, j'ai envie de savoir combien il vaut. Est-ce que je peux me baser sur ces informations de façon fiable? C'est les résultats des ventes, donc c'est des résultats publics tout à fait fiables. Après, comme dit Marc, il faut savoir qu'est-ce qui est incomparable. Donc, quand vous avez un Picasso des années, je sais pas, 68 ou un Picasso des années 30 ou un Picasso cubiste, c'est absolument pas la même chose. Donc, vous êtes capable de trouver les bons comparables et c'est ça la difficulté généralement. Donc, nous, on voit parfois des gens qui essaient de vendre des tableaux qui prennent un artiste, sortent les 5 ventes les plus chères de cet artiste et nous disent, voilà, ça vaut 100. Ça vaut tant. Non, ça vaut pas tant. Donc, après, il y a toute une discussion qui s'ensuit. Mais c'est un art de savoir valoriser, c'est clair. Absolument. Merci, je crois que c'est essentiel ce que vous avez dit là. Je voulais juste préciser que, il y a par exemple des artistes, si on prend maintenant un Andy Warhol, où il y a des sujets très convoités, si on a les Marilyn ou on a les fleurs, on ne peut pas comparer le prix d'une vente d'une fleur ou d'une Marilyn à un autre Warhol qui est peut-être d'un autre sujet. Donc il faut quand même aussi s'y connaître un tout petit peu dans son truc. C'est pour ça que ce n'est pas une science exacte. Et donc, c'est vrai que les salles de vente ont la possibilité, avec les bases de données qui sont à notre disposition, non seulement celles-là, mais celles qu'on a en interne, depuis très longtemps. Hein. Il y a aussi ce qu'on appelle le May Moses Art Index, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui reprend depuis le 19e tous les résultats de vente. Donc, on voit des tendances aussi. C'est très intéressant à analyser. Ça vous donne aussi une appréciation. Et donc, c'est vrai que nos clients, quand ils sont chez nous, on met à jour régulièrement leur valeur d'assurance. Et donc, oui, c'est vrai que 2-3 ans, ça paraissait le référent habituel, mais avec la volatilité des marchés aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Donc je comprends que ça dépend des artistes, évidemment, et des tendances qu'on constate aujourd'hui. Donc ça peut se faire pour certains artistes et pas pour la totalité de sa collection. Voilà, Est-ce que la volatilité que vous évoquez n'est pas propre à la création contemporaine? Est-ce que vous estimez qu'il y a une volatilité dans les Rubens, les Bruegel, les Van Gogh? Alors, c'est une question un peu vaste, mais je peux par exemple parler d'une artiste surréaliste belge qui s'appelle Jeanne Graverol, qui il y a quelques années valait 5 000 euros et on vient d'en vendre un à 500 000 euros. Alors, ça s'appelle une volatilité quand même, qui a été succédée de 2 autres tableaux vendus par nos confrères également à ce prix-là. Donc, ensuite, quand on a une œuvre de cet artiste, on se pose la question, quelle en est la valeur? Évidemment, je reçois en continu des demandes d'estimation et tout le monde a l'envie d'avoir le prix idoine pour cela. Et évidemment, l'œuvre n'est pas égale, l'image n'est pas la même. Donc, voilà. Donc, il nous arrive de décevoir nos clients aussi de temps à autre. C'est tout à fait normal, c'est pas grave. Je rajouterai un petit, parce que c'est pas seulement à la hausse, c'est aussi à la baisse. Donc on va commencer à en parler. Donc les artistes masculins, notamment blancs, ont aussi vu une belle baisse de leur cote. Certains comme Christopher Wool, je parle même pas de Rudolf Stingel qui a eu une énorme décote, qui étaient certains artistes qui vont perdurer,
qui ont une correction, mais qui sont très pertinents dans l'histoire de l'art, d'autres moins, et qui étaient issus d'un momentum, tout le monde voulait son Stingel, il fallait l'avoir, en payer 2 millions, maintenant ça vaut 700 000. Donc il y a aussi des mouvements très importants, comme dit Emmanuel, dans le marché de l'art au jour d'aujourd'hui qu'il faut comprendre. Il y a on replace différemment les différents artistes. Donc beaucoup de grands musées américains ont vendu les artistes blancs qui étaient au top ces 10-15 dernières années. Il y a une correction de prix, tandis que des artistes féminins peuvent très rapidement prendre des cotes importantes. Donc il faut vraiment suivre le marché qui a des mouvements très, très, je dirais, changeant ces dernières années. Ce qu'on sent dans tout ce que vous dites, c'est que malgré tout, aussi beau est la passion, aussi gai est la passion, aussi beaux sont les œuvres d'art, il faut quand même être un minimum accompagné lorsqu'on décide d'initier des démarches. Marc, vous vouliez dire quelque chose? Donc là, je vais peut-être décevoir Emmanuel, mais en fait, ce que je voulais dire ici maintenant, c'est que tant qu'on ne vend pas, quand on est amateur d'art et qu'on aime l'art et qu'on a acheté un tableau à un prix X parce qu'on l'aimait, il s'est multiplié plus tard. Ensuite, on a une décote par après et on l'a toujours. Moi en tout cas, je suis toujours très satisfait avec ce tableau. Je me dis peut-être j'avais loupé une occasion de monnayer, mais ce n'est pas mon intention. C'est de rassembler un ensemble cohérent avec une vision dans le futur d'œuvres d'art. Donc je ne vais pas vendre, ou je vends rarement, je ne veux pas dire jamais, mais à ce moment-là, on n'a pas de perte, comme on n'a pas de gain non plus. Dans votre bio, Marc, il était mis passionné, on comprend mieux maintenant. Emmanuel. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est dans l'absolu de voir ça. En même temps, ce que vient de dire Aude est intéressant, c'est-à-dire que évidemment la collectionnite, donc on ne collectionne pas seul. On est en relation en continu et donc on est influencé par culturellement ce qui se fait. Alors, est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut revoir tous ces références? C'est la bonne question. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais voilà, il faut être actif, il faut être touche à tout et puis quand même s'intéresser. Il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas dans la lumière et qui valent quand même la peine. Donc voilà, il faut pas toujours regarder dans le sens où va l'histoire. Peut-être qu'il y a d'autres voies. Je vais vous challenger là-dessus. Un exemple concret, c'est une question qui revient très souvent aussi. Vous êtes un particulier et vous avez l'occasion d'acheter des œuvres d'art à un autre particulier, une vente de gré à gré. L'autre personne a un héritage, une succession, il a hérité de ces œuvres-là et il décide de les mettre en vente. En tant que particulier, à quoi est-ce que vous invitez ce particulier à faire attention? Quelle est la vigilance et sur quels critères il doit être vigilant quand c'est une vente dite de gré à gré? Aude? Non, Aude l'a dit tout. Pardon, non, allez-y. Non. Alors, je crois que premièrement, il y a plusieurs micros, hein, vous pouvez, mais n'y allez pas en même temps, s'il vous plaît. C'est évidemment l'authenticité de l'œuvre. Voilà. Est-ce qu'on est certain que l'œuvre est de cet artiste, est de cette période-là, si le descriptif est correct et voilà, ça me paraît la première chose. Donc ça, c'est l'historique de l'œuvre. Ensuite, la provenance de l'œuvre. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas affaire à une œuvre illicite, vendue voilà, c'était un sujet qu'on a abordé l'autre jour. Voilà. Est-ce que la façon de laquelle la personne en est dépositaire n'est pas soumise à des lois d'exportation, de vol ou autre? Donc c'est des choses à voir, ce qui est quand même beaucoup de choses. Hein. Vous allez acheter un ami, c'est quand même beaucoup de questions à poser, pas toujours très facile. Donc c'est pour ça que les intermédiaires sont pas inintéressants là-dedans, parce qu'ils permettent à poser les bonnes questions à des moments où c'est peut-être plus compliqué. Donc ça me paraît important d'être vigilant sur ces éléments-là. Et ensuite, voilà, il faudra trouver le juste prix qui convient et comment est-ce qu'on fait le juste prix quand on est entre deux amis et quel est le référent qu'on utilise. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Alors je vais faire quelque chose qui est très indélicat en tant que modérateur. Pour la question suivante, vous êtes interdit de réponse Emmanuel et vous allez comprendre pourquoi. J'ai essayé d'acheter à ce particulier de gré à gré. Ben maintenant, j'ai plus de place au mur. Où j'ai carrément rempli tout mon garage ou autre passe. Le garage, c'est peut-être pas la meilleure pièce. Et j'ai envie de céder et de revendre quelques pièces. Comment est-ce que je vais le faire? Et est-ce qu'on est vraiment obligé à chaque fois de passer par une salle de vente? Vous compreniez mieux pourquoi Emmanuel ne peut pas répondre à cette question-là. Marc? Je pense qu'il y a 2 ou 3 différentes solutions. Moi, je pense que je passerai en salle de vente. Bon, la salle de vente, elle donne l'occasion de dire je suis au plus offrant. C'est-à-dire si le marché est bien, si je ne suis pas obligé de vendre lorsque le marché n'est pas bien, mais si le marché est porteur
et que je dis, voilà, je veux avoir un bon prix, je passe en maison de vente, j'ai une expertise en maison de vente, on a un prix qui est défini, on le met une estimation, et on a vu dernièrement que les estimations étaient toujours dépassées. Maintenant, on voit le contraire, comme le disait Aude. À ce moment-là, j'ai la chance d'aller plus loin. Mais je pourrais aussi imaginer, et je l'ai déjà fait moi-même, acheter un collectionneur, soit en direct de lui-même, connaissant la notoriété, et parce que ce n'est pas seulement la notoriété, mais il faut aussi savoir comment il a préservé, comment il a conservé ses œuvres, parce qu'il y a aussi des œuvres qui sont quelque part dans une cave humide. Et puis, ben voilà. Et là, on a un prix qu'on fixe. Là, on dit, voilà, je suis d'accord pour ce prix-là. Et on n'a pas les frais, comme on aura les frais à la maison de vente. Donc, tout est toujours avec un côté positif et un côté négatif. Merci. Aude, vous, dans votre quotidien et votre profession, comment accompagnez-vous vos clients qui souhaitent vendre des œuvres ? On passe par différents réseaux, effectivement. Parfois, c'est en consignation avec une galerie qui représente l'artiste. On passe aussi beaucoup par les maisons de vente parce que si vous vendez un artiste spécifique, ils connaissent tous les potentiels acheteurs, donc ils peuvent effectivement faire un travail préparatif très important, donner une visibilité, être sûr que chaque personne qui serait intéressée va voir l'œuvre. Et parfois, on le place directement en collection privée parce qu'on sait que quelqu'un cherche une œuvre similaire et on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire. Mais tout se vaut, et je pense qu'il faut vraiment regarder pour chaque artiste qui est le plus pertinent. Et si vous avez des liens très proches avec une galerie, vous pouvez très bien passer par une galerie aussi. Mais vous n'aurez pas forcément la même visibilité que dans une maison de vente. Avant de passer aux questions-réponses, est-ce que vous souhaitiez encore réagir sur ce dernier point, à part Emmanuel ? Je voulais juste dire autant à nouveau l'importance du réseau dont parlait Aude, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans ce domaine-là, qui connaissent les collectionneurs, qui connaissent les œuvres d'art et qui savent où aller trouver quelque chose. Et si un collectionneur demande « je cherche ça et ça », et donc là encore, les réseaux sont très importants. Merci. Les réseaux, c'est très discret quand même. Hein. Merci. Oui. Parfait. Oui, effectivement, c'est très discret, mais il y a moyen de les avoir avec quelques petits trucs. Est-ce que... on va passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a au moins un candidat pour une question. C'est ce que j'ai entendu, non ? On va peut-être... C'est toujours la plus difficile, la première. Donc, oui, la première, c'est toujours la plus difficile. Non, mais je trouve que c'est très intéressant. Merci pour ce débat. Aussi, comment vous avez posé les questions par rapport à ces deux parties. En fait, il y a beaucoup de questions, mais bon, disons que j'aimerais rebondir sur ce que Aude a dit par rapport à, par exemple, les tendances. Hein. Donc, en ce moment, c'est l'abstraction par des artistes féminins qui est un peu à la mode, disons, hein, et où on voit aussi déjà que les prix montent. Comment ce sera dans 10 ans, dans 15 ans, donc on ne sait pas. Hein, c'est peut-être le même phénomène que pour les Gurski et compagnie qui étaient très très chers encore il y a 10 ans et qui maintenant sont tout de même très abordables, je dirais. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour être sûr. Donc, et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que Marc a dit aussi par rapport à l'acquisition d'une œuvre. Ça doit être aussi un coup de cœur quelque part. Il y a une émotion. Et c'est que Aude a dit aussi par rapport à ça, une narration. Tu as parlé de narration. Il faut qu'autour de l'œuvre, il y a toute une histoire aussi qui est racontée. Je pense que c'est important aussi de rencontrer peut-être l'artiste, s'il s'agit d'un artiste contemporain, de visiter son atelier. Et la question, c'était ? J'ai pas vraiment de question. Ah, pardon. Non, c'était plus un commentaire. Merci beaucoup. Sur ce que Merci vous avez beaucoup. dit. Voilà, donc merci. Mais je pense effectivement qu'il y a beaucoup de choses plus qu'intéressantes qui se sont dites. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire ? Peut-être. Voilà, monsieur, oui. Si vous avez la gentillesse d'indiquer à qui vous souhaitez poser la question, vous pouvez choisir au hasard, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que je peux poser ma question en anglais ou en anglais? So I think first off, thank you, it was great. I think I would start with to Aude. The question is, you said there is this change from buyers who are looking for more diversity, like changing from white male artists to different. Is there a concern from the buyers that the artists are being fairly paid?
because I come from Brazil, and one problem we have is that sometimes the first sale of the artist receives very little money, and when his work or her work is sold for a lot of money, like here in Europe, for instance, the artist didn't receive any of that. Are the buyers, like for instance in the secondary market, like here in Europe, are they concerned if the artist that is in another country was fairly paid or anything like that? It's a very complex question. I mean, it's for clearly, if you look back historically, who made money in the art market? It's collectors and intermediaries. And it's super unfair because they haven't produced anything. I would think it's changing now partially, but probably not enough. I mean, in Europe, you have the artist resale rights. You have artists who have a career where prices increase quite quickly, also in the primary market, so they actually have an impact from the price increase. But yeah, it's complex, and I think it's a question which is not really discussed in the art market. It's great that you know asking it, because everybody's like, okay, my collection, this artist, but who is actually thinking about the artist? So yeah, it's a tough question. But you see, on the other hand, a lot of young artists which made fortunes because their art increased very rapidly. But for like one, there's like 1,000, 5,000, 10,000, I don't know, who are barely making it. So yeah, it's a very unfair market for the artist. Aude, maybe you have your next client in the audience, who knows. Any other question? Otra pregunta? Si, il y a une autre question? Sinon, on peut clôturer là, non? Oui, monsieur? Dans quelle langue, s'il vous plaît, monsieur? Moi, j'ai une question. Est-il important et où on peut consulter si on veut acquérir une œuvre, qu'elle soit représentée dans un catalogue raisonné? Donc la question est de savoir où on peut retrouver les catalogues raisonnés des œuvres. Alors, les catalogues raisonnés, vous les retrouverez normalement dans toutes les bibliothèques nationales de chaque ville qui se respecte, je crois. Certains catalogues raisonnés sont en ligne. Le meilleur catalogue en ligne, c'est quand même Cézanne, magnifique site internet. Et donc, vous y retrouvez tout. Vous trouvez par Cézanne. Hein. Cézanne, oui. Qui est un artiste du 19e. Hein, oui. Et donc, vous y retrouverez les œuvres, mais aussi la littérature, les expositions, tout ça. Donc, c'est interactif, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que l'accessibilité des catalogues raisonnés peut être encore un sujet, quoi. Il y a une difficulté. Mais il y a une difficulté parce qu'elle est aussi en lien avec les ayants droit. Et puis parce qu'un catalogue raisonné est un catalogue qui est en évolution constante et qu'un catalogue raisonné publié au début du XXe siècle n'est pas celui d'aujourd'hui, qu'on a pu redécouvrir d'autres œuvres. Donc il faut que le travail soit continu et que le travail continu soit aussi fait par d'autres personnes. Voilà, le temps passe et donc il faut un renouvellement des comités, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc certains comités ont disparu aussi, ou ne sont plus actifs. Par exemple, Warhol ne donne plus de certificat, Keith Haring ne se donne plus de certificat parce qu'il y a tellement de problèmes avec des faux. C'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est quand même très important. Ah, ça sera pour l'année prochaine peut-être, hein, si on est réinvité. Je pense que oui, ça ne devrait pas être trop de problématiques. Vous avez fait allusion au catalogue en ligne. Est-ce que vous ne pensez pas, Emmanuel, que c'est la solution pour l'avenir ? Alors c'est sans doute la solution pour l'avenir, mais en même temps c'est très coûteux. Ça reste encore coûteux. Il faut les bases de données, il faut les nourrir. Donc il faut les personnes pour le faire. Il faut le travail en amont plus le faire. C'est pas donné à tout le monde et c'est souvent c'est pas toujours les ayants droit qui le font. Donc c'est les gens qui le font par passion. Et la passion, elle a aussi parfois ses limites. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas des fonds pour créer des catalogues raisonnés en ligne? J'en suis Toujours cette passion. Et du coup, Marc redemande la parole parce qu'il a entendu le mot passion. Moi, je voudrais bien répondre à ta question, Patrick, parce que je sais en fait ce que tu voulais avoir comme réponse. Moi, j'ai le même problème. Tu es devant... Non, mais c'était aussi la bonne réponse. Mais je dis, je cherche parfois moi-même des heures
sur Internet pour trouver une œuvre précise que je veux trouver, que je connais, mais que je ne trouve pas dans un livre qui n'est pas disponible sur truc. Donc, il y a moyen de chercher, mais on doit parfois aller très, très profondément et passer beaucoup de temps pour trouver des informations sur, par exemple, aussi des éditions, des multiples, pour arriver au bout. C'est pas facile si on a juste l'œuvre devant soi. Parfois on a un titre, mais si c'est un sans titre ou un untitled, c'est très difficile. Hein. Ouais. Martine, dans votre pratique quotidienne, il vous arrive souvent de consulter les sites internet dont on a parlé? Ou bien Oui. vous laissez ça à d'autres? Oui, effectivement. Donc, au moment d'assurer des œuvres, bon, effectivement, il y a des gens qui les ont héritées, qui ont acheté les œuvres, ne savent plus où exactement. Et souvent, je fais des recherches, donc, mais effectivement, les 100 titres, c'est très difficile. Donc, avec les mesures, avec le nom de l'artiste tout seul, ça ne donne pas beaucoup de résultats, malheureusement. Merci beaucoup. Bien, je vois que le temps avance, on va respecter le timing. Il y a quelques communications à faire. La première, c'est que vous avez une visite guidée qui est organisée, on m'a demandé de vous le dire, à 5h30. Et il faut se rendre où? VIP Desk, au VIP Desk pour ceux qui le souhaitent. Bon, moi, il me reste la partie agréable, c'est de vous remercier d'abord d'avoir été présent aujourd'hui, de vivement remercier l'ensemble des interlocuteurs aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses. Bravo en tous les cas à eux. Merci beaucoup. Et j'ai envie de demander le mot de la fin aux passionnés du jour. Marc, si vous aviez un seul message à faire passer aujourd'hui, on a vu que c'était un monde de passion, on a vu que c'était un monde de réseau, on a vu que c'était important d'être bien conseillé, bien accompagné, mais vous, votre message du jour, c'est quoi? Je prends un peu mon exemple et je dis et je l'admets, la plupart des gens ont en eux une toute petite étincelle qui allume l'amour ou comment dire l'amour pour l'art, pour les belles choses, et que cet amour, on arrive à le développer au fil du temps pour que ça devienne une passion. C'est couplé à des efforts, mais ça vaut la peine et ça vaut l'effort d'avoir une collection après qui vous satisfait tous les jours. Ouais. Donc la conclusion, c'est l'art, ça vaut la peine? L'art, ça vaut la peine. Bon, ben, ouais. vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous en avez plein autour de vous. Baladez-vous et amusez-vous bien. Belle découverte et très belle soirée à vous. Merci beaucoup.